Bonjour, la beauté. Après avoir récemment perdu sa mère, Arisu passe la plupart de son temps à jouer aux jeux vidéo. Son frère le réprimande parce qu'il ne cherche pas de travail et qu'il a manqué l'entretien qu'il avait organisé spécialement pour lui. Quant au père d'Arisu, il ne veut pas qu'il cause des problèmes à son frère. Pendant ce temps, Karub embrasse la serveuse dans le bar où il travaille. Son patron le surprend sur le fait et le frappe à plusieurs reprises pour avoir touché à sa fille. Comme il est déjà en train d'être licencié, Karub riposte avant de partir. Au même moment, Chota doit faire face à sa mère qui lui demande toujours de l'argent. Les trois amis se retrouvent pour passer du temps ensemble, mais ils se sentent découragés et déçus par la vie. Ils souhaitent de pouvoir vivre dans un monde différent. Déterminé à s'amuser, Karube soulève Arisu et l'emmène au milieu de la rue pendant que Chota filme. Les voitures doivent les éviter et même en courant vite, les garçons finissent par provoquer un accident. Prenant conscience de l'arrivée de la police, le trio court vers la station de métro et se cache dans une cabine de toilette. Soudain, l'électricité s'éteint et en sortant, les garçons découvrent que toute la station est vide. À leur grande surprise, les rues sont également désertes. Le groupe se sépare et cherche dans leur maison et lieu de travail, mais leurs familles et amis ont aussi disparu. Ils réalisent que leur téléphone portable ne fonctionne pas. À la tombée de la nuit, le trio débat sur ce qu'il faut faire, mais ils sont interrompus par un écran géant qui annonce le début du jeu. Une flèche les dirige vers l'arène du jeu, où ils aperçoivent des lumières au loin. Ils les suivent jusqu'au bâtiment GM, où ils traversent un coin d'un couloir sans remarquer les lasers sur les murs. Une pancarte leur indique de prendre chacun un téléphone portable, activé par reconnaissance faciale. Il n'y a pas de réseau et un compte à rebours annonce que le jeu commencera dans 2 minutes. À ce moment, Shibuki apparaît et lance un objet contre les lasers, révélant qu'essayer de quitter les lieux provoque des blessures. Après qu'une lycéenne se jointe à eux, les téléphones annoncent qu'il est temps pour le premier jeu. Celui-ci s'appelle Vivant ou Mort et sa difficulté est 3 de cœur. Ils doivent choisir la bonne porte pour s'échapper du bâtiment en 2 minutes. L'ascenseur les conduit dans une autre salle où il y a une porte marquée Vivre et une autre marquée Mourir. Alors qu'ils débattent sur la bonne réponse, un gaz toxique commence à remplir la pièce, les obligeant à se dépêcher. La lycéenne décide de passer par la porte Vivre, mais elle est instantanément tuée par un laser. Les autres passent par la porte Mourir juste avant que le temps ne s'écoule et que la pièce précédente soit envahie par les flammes. Dans la salle suivante, les mêmes portes et le gaz les attendent. Karub ouvre la porte Vivre et rien ne se passe. Alors il la franchit ses lamises avant que le feu ne réapparaisse. Il réalise qu'à chaque salle, le temps pour choisir devient plus court. Une dispute éclate sur la manière de procéder et Karube frappe Arisu, ce qui déclenche un souvenir de leur arrivée. Arisu comprend que toutes les indications éteintes à l'entrée et rassemble les informations pour dessiner un plan du bâtiment. En suivant ce plan, le groupe traverse plusieurs salles en choisissant toujours la bonne porte sans problème. Cependant, à la dernière salle, les portes ne sont pas où elles devraient être. Arisu hésite, mais heureusement, Shota a tout filmé et utilise la vidéo pour corriger leurs calculs et choisir la bonne porte. Ils courent tous à travers celle-ci juste avant que les flammes n'apparaissent, mais malheureusement, la jambe de Shota prend feu. Le groupe éteint les flammes et aide Shota à marcher jusqu'à trouver une sortie de secours pour échapper au bâtiment. À l'extérieur, les téléphones annoncent qu'ils ont gagné, mais ils remarquent également la gravité de la brûlure à la jambe de Shota. Sur une table, ils trouvent le 3 de cœur qui active un visa de 3 jours sur leur téléphone, bien qu'ils ne comprennent pas ce que cela signifie. À ce moment, un homme ensanglanté apparaît et dit qu'il abandonne le jeu parce qu'il ne se termine jamais, peu importe le nombre de fois où on gagne. Alors un laser le tue et toute l'électricité s'éteint. Cela leur fait comprendre que le visa indique le nombre de jours qu'ils ont à vivre et que s'ils veulent plus de temps, ils doivent remporter d'autres jeux. Plusieurs lasers apparaissent dans toute la ville, tuant toutes les personnes dont les visas ont expiré. Au sommet d'un immeuble, Usagi observe les lumières en pensant à son père et à leurs escalades ensemble. Elle lui promet qu'elle survivra au jeu. Au matin, Arisu essaie de prendre une voiture, mais aucune ne fonctionne. Et les légumes qu'il trouve sont pourris. Le groupe explore plusieurs magasins et appartements, mais aucune machine ne marche. Shota se demande si un pulse électromagnétique a causé tout cela, juste avant que les téléphones du jeu cessent également de fonctionner. Ensuite, ils prennent des piles pour la radio et des conserves pour le déjeuner, tout en partageant ce qu'ils faisaient au moment de la mystérieuse panne de courant. Shibuki raconte qu'elle travaillait, mais en réalité, elle prenait une douche après s'être salie avec son patron
seront mariés. Elle est arrivée 3 jours auparavant et est la seule survivante de son groupe. Comme les garçons ont vu la panne après et que les légumes sont déjà pourris, ils concluent que le temps s'écoule différemment ici. La blessure de Shota s'aggrave alors Karube et Arisu discutent en privé et décident de participer à un jeu seul pour en apprendre davantage sans mettre leur ami en danger. Pendant ce temps, Shibuki réconforte Shota qui pleure et pense qu'il ne survivra pas. Elle avoue ce qu'elle faisait avec son patron, expliquant qu'elle le détestait mais qu'elle le faisait pour faire avancer sa carrière. Ensuite, elle embrasse Shota et ils deviennent intimes, ce qui rappelle à Shota le jour où il a vu sa mère avec le prêtre local. Certains appartements spécifiques de la ville s'illuminent avec de nouveaux jeux. Karube et Arisu rejoignent le même jeu que Usagi et tous reçoivent de nouveaux téléphones. Lorsque le groupe atteint 13 joueurs, les téléphones annoncent que le jeu commence et que la difficulté est 5 de pique. Nitobe explique que ce sera un jeu physique et que chaque couleur de carte a une signification. Les trèfles représentent des batailles en équipe, les carreaux des défis intellectuels et les cœurs impliquent la trahison. Plus le numéro est élevé, plus le jeu est difficile, mais il offre également plus de jours de visa. Les téléphones annoncent alors que le jeu sera le classique chat. Pour gagner, ils doivent trouver la zone sécurisée dans l'une des pièces du bâtiment en 20 minutes. Une fois le temps écoulé, une bombe cachée explosera. Le groupe se disperse dans le bâtiment avant qu'une sirène ne confirme que le poursuivant est lâché. Usagi se cache tandis que Karube, Arisu et Nitobe tentent d'ouvrir des portes, mais toutes sont verrouillées. Soudain, ils entendent des coups de feu et un corps tombe devant eux indiquant que le poursuivant tue les joueurs. En regardant au coin, ils voient une personne masquée pointer une arme et fuient immédiatement. Karube et Arisu parviennent à se cacher derrière un mur, mais Nitobe continue de courir et est rapidement tué. Un joueur voit cela et tente de s'échapper, mais prend la mauvaise direction et est tué par un laser en sortant de la zone de jeu. Un par un, les joueurs sont tués, tandis que Karube et Arisu restent cachés, réalisant que le poursuivant ne peut pas les voir à cause de son masque. Arisu crie cette information et Usagi lui crie en retour pour partager la localisation du poursuivant tout en grimpant sur un tuyau pour éviter un tir. Il ne reste plus que 8 minutes et il y a encore 7 joueurs. Courir ne fonctionne manifestement pas, alors les joueurs se regroupent et élaborent un plan. La moitié de l'équipe part chercher dans les étages restants, tandis que les autres poursuivent le poursuivant. Un joueur est abattu et Karube saisit l'occasion pour frapper le poursuivant avec un extincteur. Le coup n'a aucun effet et le poursuivant le pousse en arrière. Alors Aguni attaque l'homme masqué et commence à se battre avec lui. Bientôt Karube se joint à lui, mais le poursuivant est assez fort pour les dominer. Lorsque le poursuivant sort une lame, il parvient à couper l'estomac de Karube en seulement quelques mouvements. Pendant ce temps, Arisu et Shishiya réalisent que les tirs suivaient un motif spécifique qui les mène à la seule porte déverrouillée. Le duo entre dans un appartement vide et un second poursuivant tente de les attaquer par surprise, mais Shishiya la neutralise rapidement avec un taser. Cependant, la femme se relève immédiatement alors Shishiya s'enfuit de l'appartement tandis qu'Arisu se cache dans une autre pièce. La zone sécurisée se trouve là et nécessite 2 personnes pour appuyer sur 2 boutons et finir le jeu. Arisu crie la réponse par la fenêtre et Usagi se dirige vers elle pendant que Aguni continue de se battre contre le premier poursuivant, recevant une cicatrice au visage pendant le combat. Refusant de perdre, Aguni commence à frapper l'homme à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il le laisse inconscient. Le second poursuivant tire sur la porte pour l'ouvrir et Arisu esquive les balles avant de sauter pour combattre la femme, tentant de lui faire lâcher l'arme. Shishiya observe tout mais ne vient pas en aide. Usagi grimpe sur les murs pour changer d'étage et entre dans la zone sécurisée par la fenêtre. Ensuite, Shishiya lui lance le taser et Usagi l'utilise pour abattre l'attaquante. Puis elle et Arisu courent appuyés sur les boutons avec seulement 1 seconde restante. Les téléphones annoncent que les joueurs ont gagné et les colliers des poursuivants explosent, les tuant instantanément. Karube remarque que le téléphone du poursuivant affiche fin de jeu, ce qui signifie qu'ils étaient aussi des personnes aléatoires forcées de jouer. Peu après, Karube entend un bruit et trouve une radio dans la poche d'un joueur mort. Une voix dans la radio dit « La réponse est entre nos mains, retournez à la plage ». Shishiya vérifie les poches du poursuivant mort et trouve un dessin étrange. Le matin suivant, Karube et Arisu reviennent et partagent le message de la radio. Ils veulent chercher la plage, mais comme les visas de Shibuki et Shota expirent aujourd'hui, ils doivent d'abord
d'abord jouer à un autre jeu. Arisu n'arrive pas à cesser de penser à la poursuivante morte. Se sentant coupable de sa mort, Karube va au bar où il travaillait et récupère la bague de fiançailles qu'il y avait cachée. Le soir, les grands écrans annoncent un nouveau jeu et le groupe suit les lumières jusqu'au jardin botanique. Ils trouvent plusieurs outils sur une table avec une plaque indiquant utilisation libre. Il y a aussi 4 téléphones qui leur demandent de mettre des lunettes spéciales avant d'annoncer le prochain jeu. Le jeu sera caché avec une difficulté de cep de coupe. Une personne sera le loup tandis que les 3 autres seront les agneaux qui doivent se cacher du loup. Si un agneau est trouvé par le loup, cette personne devient le prochain loup. Le jeu dure 15 minutes et celui qui est le loup à la fin gagne, tandis que les agneaux seront tués par les colliers. Le jeu commence et Shota est choisi comme premier loup. Il panique immédiatement. Shota essaie d'enlever le collier, mais Arisu l'en empêche car il craint que briser les règles ne les tue. Lorsque Shota regarde son ami, le rôle du loup est transféré à Arisu. Il en est de même lorsqu'il regarde Karube. Alors Shibuki s'assure de le regarder directement. Dès qu'elle devient le loup, Shibuki prend une arme et court se cacher. Karube la poursuit et lorsqu'elle trébuche, il saute sur elle pour se battre et la faire le regarder. Shibuki prend une pierre pour frapper sa blessure, mais sans le vouloir, ils finissent par avoir un contact visuel et Karube devient à nouveau le loup. Maintenant, il essaie de s'enfuir, mais Shibuki l'attrape et commence à frapper sa blessure avec la pierre. Après que Karube réussisse à la repousser, Arisu apparaît et devient le loup, tout en suppliant les autres de travailler ensemble. Shibuki refuse et commence à le poursuivre, mais Shota la fait tomber au sol avant qu'elle n'attaque. Arisu court à nouveau et se cache pour tenter d'utiliser les outils et retirer les lunettes. Mais il se souvient de la mort de la poursuivante et s'arrête. Karube le cherche et lui supplie de lui laisser être le loup, en soulignant qu'Arisu est devenu un perdant sans avenir depuis qu'il a abandonné l'université. Un flashback montre que le père d'Arisu le insultait toujours, mais Shota et Karube étaient toujours là pour le soutenir. Parfois, Karube raccourcissait même ses rencontres pour être avec ses amis. En pleurant, en se souvenant de tous les moments passés ensemble, Arisu annonce qu'il va abandonner le jeu et commence à chercher ses amis pour leur passer le rôle de loup. Mais il ne parvient pas à les trouver. Shota traîne Shibuki pour se cacher tandis que l'écran principal rappelle que les agneaux doivent se cacher. Karube commence à parler de son amitié à travers les lunettes et reste aussi caché. Lui et Shota veulent tout qu'Arisu vive pour eux. Arisu continue de courir et trouve finalement Karube, mais il est trop tard. Le temps est écoulé et Shota, Shibuki et Karube meurent lorsque les colliers font exploser leur tête. Le matin, Usagi trouve un lapin dans le filet qu'elle avait laissé au parc et le tue pour avoir de la viande fraîche. Sur le chemin du retour, elle trouve Arisu, dévasté, allongé dans la rue. Lorsqu'elle s'approche, il dit qu'il va aussi mourir, mais cela ne l'affecte pas et elle part. Il est révélé que Usagi se cache dans un hangar avec plusieurs équipements de survie. Après avoir mangé son ragoût de lapin, elle se rend à la librairie pour chercher un roman et voit Arisu allongé sous la pluie. Un flashback montre qu'Usagi était très proche de son père et qu'ils grimpaient toujours ensemble. Un jour, son père est parti seul pour une escalade spéciale sans oxygène et les médias ont commencé à traquer la famille, les accusant de tout falsifier. Pour échapper à l'attention indésirable, l'homme est parti pour une autre escalade et n'a jamais été revu. Dans le présent, Arisu se réveille dans le refuge d'Usagi. Elle partage sa nourriture avec lui, mais il refuse car il se sent coupable des morts de ses amis et veut les rejoindre. Usagi raconte qu'elle s'est déjà sentie ainsi, mais étant donné qu'elle a fait l'effort de cuisiner pour lui, il devrait manger. Arisu accepte la nourriture, mais reste immobile, planifiant de laisser son visa expirer. Quand Usagi mentionne qu'il l'a aidé pendant le jeu de Pega Pega et qu'elle veut lui rendre l'appareil, Arisu se lève enfin. Le soir, le duo suit les lumières qui les conduisent jusqu'à un bus. À l'intérieur, ils trouvent 3 joueurs qui sont ensemble depuis un certain temps et qui font tous les jeux en équipe, croyant que cela les aide à gagner. Arisu remarque que Takuma a une jambe blessée. Les téléphones annoncent le début du jeu avec une difficulté de 4 de bâton. Le jeu s'appelle Distance et ils doivent supporter une épreuve pour atteindre l'objectif en 2 heures. Les écrans indiquent distance 0. Ils en déduisent qu'ils doivent se déplacer, mais le bus est à court d'essence. Takuma demande au groupe de le laisser derrière et une discussion commence. Finalement, Takuma les convainc que c'est la meilleure chose à faire. Usagi, Arisu et les 2 autres hommes commencent à courir
courir et le compteur de distance sur les téléphones augmente. Ils finissent par trouver une station de ravitaillement, mais Usagi se méfie des bouteilles et partage sa propre eau. Ensuite, ils continuent de courir jusqu'à ce qu'ils atteignent une route remplie de voitures. À leur grande surprise, une panthère les attend là et commence à les poursuivre. Un des hommes se cache sous une voiture pendant que Arizu bloque la panthère avec une porte. Usagi trouve un signal et le lance sur l'animal, permettant à elle, Arizu et l'autre homme de continuer à courir. Malheureusement, la panthère saute sur le dernier homme et commence à le dévorer. Le groupe est bientôt épuisé et ne sait pas s'il pourra continuer. À ce moment, Arizu trouve un vélo à l'arrière d'un camion et se souvient que seuls les circuits électriques ont été détruits. Ce modèle de vélo fonctionne au diesel, alors Arizu commence à le pousser en arrière vers la zone du bus, espérant aider Takuma. Usagi et l'autre homme continuent de courir vers l'avant, seulement pour découvrir que la route est bloquée par un mur. Avec seulement 15 minutes restantes, Arizu arrive au bus. 10 minutes plus tard, Usagi et l'homme entendent un bruit. Ils découvrent que le mur commence à se fissurer et que l'eau s'écoule. Le duo commence immédiatement à courir et comme Usagi est bien entraîné, elle parvient à s'échapper. Cependant, l'homme est fatigué et tombe, l'eau le tue. À ce moment-là, Arisu et Takuma apparaissent dans le bus et tirent Usagi à l'intérieur, juste avant que l'eau ne l'emporte également. Le temps est écoulé et le trio est encore en vie parce que le bus avait le mot objectif peint tout le temps, ce qui signifie qu'ils devaient y rester pour gagner. Le compteur sur les téléphones indiquait à quel point ils en étaient proches. Après que Takuma leur dit au revoir, Arisu et Usagi prennent une bicyclette et commencent à traverser le pont pour essayer de trouver la plage. Quelques jours plus tard, Arisu s'approche de deux joueurs pour leur demander s'ils savent quelque chose à propos de la plage, mais les hommes s'enfuient dès qu'ils entendent ce mot. Chaque nuit, ils partagent la tente avec Usagi, ce qui le met mal à l'aise. Se rendant compte que Arisu n'est pas habitué au camping, Usagi décide de lui enseigner quelques compétences de survie, comme traquer des animaux. Cette nuit-là, Arisu observe quelques joueurs se rassembler dans un bâtiment. Il remarque que certaines personnes portent la même bracelet avec une clé de casier, ce qui lui fait réaliser que Aguni et son ami en avaient aussi un. Usagi trouve un autre groupe et remarque les mêmes bracelets. Alors que plusieurs endroits commencent à exploser dans la ville, les gars avec les bracelets montent dans des voitures et partent. Alors Arisu et Usagi commencent à les poursuivre. Cela les mène à un hôtel appelé La Plage qui semble avoir de l'électricité. Avant qu'ils ne puissent réagir, ils sont attaqués par derrière et s'évanouissent. Le matin, ils se réveillent à l'intérieur de l'hôtel avec un homme nommé Hatter qui affirme qu'il s'agit d'une utopie. Il révèle un mur avec un jeu de cartes complet peint dessus et de nombreuses cartes sont déjà barrées. Hatter explique que pour terminer le jeu et revenir dans le monde réel, ils doivent gagner un jeu pour chaque carte. Il théorise qu'une seule personne peut s'échapper avec un jeu complet, mais collecter des doublons devrait permettre à plus de personnes de sortir aussi. Hatter croit qu'il est impossible pour un seul joueur de réunir toutes les cartes, alors il veut que Usagi et Arisu l'aident. Il pense aussi qu'ils ont été emmenés dans un autre pays à cause des visas et parce que toute la société japonaise ne pourrait pas disparaître du jour au lendemain. L'hôtel utilise du carburant pour générer de l'électricité et de la pluie pour l'approvisionnement en eau. Les portes sont endommagées. Elles ne peuvent donc pas être verrouillées. Les partisans de Hatter ont même réuni plusieurs armes à feu. Il y a 3 règles pour vivre ici. Tout le monde doit porter des maillots de bain. Toutes les cartes appartiennent à la plage et les traîtres sont tués. Hatter prend les cartes du duo pour les ajouter à la collection et menace Arisu et Usagi pour qu'ils coopèrent. Pendant la journée, tous les joueurs de la plage passent leur temps à nager, faire la fête, boire et s'amuser. La nuit, une sirène annonce quand une nouvelle zone de jeu s'ouvre dans la ville et Hatter fait un discours inspirant, comme si ces jeunes étaient son armée. Les joueurs sont divisés en petits groupes pour participer à divers jeux et gagner de nombreuses cartes. Une équipe affronte un tigre dans un carrousel, tandis qu'une autre est laissée suspendue dans l'eau ascenseur humain. Le groupe d'Usagi utilise des allumettes pour trouver des numéros sur un mur et l'équipe d'Aguni tue des animaux dans le parc d'attractions avec des armes, des épées et même des poings. Arisu participe à un jeu avec Tata, Kuina et Anne qui dit que c'est aussi une épreuve pour voir s'il est apte à devenir un membre exécutif de la plage. Le jeu s'appelle Lampe et sa difficulté est 4 de carreau. La salle se remplit lentement d'eau et des fils électriques pendent du plafond. Les joueurs doivent découvrir lequel des 3 interrupteurs
interrupteur allume une lampe avant que l'eau ne les pousse contre les fils, il y a 3 règles. Seul un interrupteur allume la lampe, ils n'ont qu'une seule chance de choisir pendant que la porte est ouverte, mais tant que la porte est fermée, ils peuvent manipuler les interrupteurs autant qu'ils veulent. Si quelqu'un est dans la salle de la lampe ou si la lumière est allumée, la porte ne se ferme pas. Ils doivent répondre ensemble en tant que groupe pour gagner. Sinon, les fils électriques tueront tout le monde. Un des joueurs touche les fils par curiosité et meurt instantanément. Arizu réfléchit aux règles et fait en sorte que les autres ferment la porte avant d'utiliser le premier interrupteur. Il attend quelques minutes, éteint l'interrupteur et ouvre la porte pour tester le deuxième, mais rien ne se passe. Il demande alors à Kuina de toucher la lampe et elle dit qu'elle est chaude, ce qui signifie que le premier interrupteur l'a allumé. Ils choisissent le premier et remportent le jeu. Lorsqu'Arizu retourne à l'hôtel, il est heureux de voir que Usagi a également survécu à son jeu. La célébration est interrompue par la force militaire de Hatter dirigée par Aguni qui est venue chercher Usagi parce que Hatter l'a demandé. Arisu la défend et Aguni ordonne à ses hommes de lui casser les jambes. À ce moment-là, Hatter apparaît et demande à Aguni de pardonner Arisu cette fois, étant donné qu'il est un novice. Arisu est invité à une réunion exécutive et est choqué de découvrir que Chishiya fait partie des leaders. Ils ajoutent les cartes les plus récentes à la collection et réalisent qu'il ne leur manque que les cartes avec des figures et le dix de cœur. Le visa de Hatter va bientôt expirer et Mira suggère qu'il participe à un jeu de cœurs puisque de nombreux joueurs seraient prêts à se sacrifier pour protéger le leader. Cependant, ils ne peuvent pas prévoir quel sera le prochain jeu. Alors, Hatter annonce qu'il participera à celui qui viendra ensuite. Le lendemain, Arisu et Usagi parlent aux joueurs pour obtenir des informations. Chaque personne a des théories différentes et il est difficile de savoir ce qui est rumeur et ce qui est vrai. L'après-midi, Usagi décide de chercher des armes pour se préparer au cas où elles seraient nécessaires. Arisu entend des tirs et voit quelques hommes s'éloigner d'une poubelle. Lorsqu'il regarde à l'intérieur, il est horrifié de trouver des dizaines de corps. Chishiya et Kuina apparaissent et expliquent que ce sont les traîtres. Ils leur racontent qu'ils veulent changer le statu quo et invitent Arisu à se joindre à leur plan. Les soldats ne sont pas satisfaits de la direction de Hatter et Chishiya pensent qu'ils vont bientôt prendre le contrôle de la plage. Quand cela arrivera, ils prévoient de voler les cartes et de s'enfuir. Plus tard, Arisu se réunit avec Usagi qui n'a pas pu trouver d'armes car elles sont protégées par les soldats. Arisu décide de lui parler du plan de Chishiya. Le lendemain, Anne ouvre les têtes de 2 joueurs morts pour chercher la puce GPS que les maîtres du jeu doivent avoir placée pour les suivre. Elle est interrompue lorsque tous les exécutifs sont appelés dans la chambre de Hatter. Tous sont surpris de voir Hatter mort et apprennent par les autres joueurs qu'il a été trouvé ainsi dans les rues. Ils présument qu'il est mort lors d'un jeu et discutent de qui doit prendre la direction. Les règles disent que cela devrait être le bras droit de Hatter, mais les militants menacent tout le monde pour qu'ils votent pour Aguni. Le soldat Niragi frappe même le visage de Hatter mort pour s'amuser. Maintenant, Aguni peut ouvrir l'enveloppe noire contenant le code du coffre avec les cartes. Après avoir mémorisé le code, il referme l'enveloppe avec le sceau du leader. Alors qu'Aguni fait un discours pour annoncer qu'il est le nouveau leader, Chishiya commence son plan. Il a remarqué qu'Aguni a semblé surpris en voyant le papier avec le code et il théorise que celui-ci était vide, croyant que le vrai code était constitué des chiffres gravés sur l'anneau de sceau. Tandis que lui, Usagi et Kuina restent en surveillance. Arisu s'infiltre pour trouver le coffre et tester le code. Cependant, le numéro est incorrect et une alarme se déclenche, attirant l'attention des soldats. Arisu voit Chishiya parmi eux et comprend que le plan était de l'incriminer depuis le début. Alors que Usagi est également capturé, Niragi commence à frapper Arisu jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Ensuite, Arisu est attaché à une chaise et son visage est couvert de rubans adhésifs. Il est laissé dans une pièce sombre pour attendre jusqu'au matin, lorsque son visa expirera. Pendant ce temps, Anne effectue une autopsie sur Hatter et trouve la balle qui l'a tué. Chishiya discute de son véritable plan avec Kuina, révélant qu'il avait toujours su que le coffre était faux. Il avait remarqué Aguni regarder un tableau et pense que l'enveloppe contenait un dessin qui correspondait à celui-ci. Tandis que Kuina reste en surveillance, Chishiya vérifie derrière le tableau et trouve le véritable coffre. Le code de l'anneau
fonctionne et il prend toutes les cartes. Les autres soldats y retiennent Usagi pour que Niragi puisse en profiter. Usagi mord sa langue et reçoit un coup de poing pour cela. À ce moment-là, les lumières clignotent pour annoncer le début d'un nouveau jeu. Chishiya lance un objet vers la sortie et se rend compte que la plage est l'arène du jeu, donc les lasers l'empêchent de sortir avec les cartes. Des téléphones apparaissent sur une table pour chaque joueur à l'hôtel et toutes les télévisions annoncent que le prochain jeu est le Dix de cœur. Tous les joueurs sauf Arisu se réunissent dans le hall où ils trouvent Momoka avec un couteau dans la poitrine. Le jeu s'appelle Chasse aux sorcières et ils ont 2 heures pour découvrir qui a tué la fille et le jeter au feu. Les soldats veulent brûler la meilleure amie de Momoka, Asahi, puisqu'elles sont toujours ensemble. Mais Usagi et Mira les en empêchent, disant que les accusations doivent être prouvées. On profite de l'occasion pour expliquer qu'elle travaillait sur le corps de Hatter et que le type de balle trouvé prouve qu'il a été assassiné par quelqu'un parmi eux. Une file commence à accuser les autres et le soldat Samura la tue immédiatement avec son épée. Agony annonce que si le meurtrier ne se rend pas, il va jeter tout le monde dans le feu. Les gens paniquent et commencent à fuir, tandis que Niragi et d'autres soldats tirent au hasard. Usagi prend le dernier téléphone portable et rejoint Tata, Asahi et un ami de Tata pour chercher Arisu. Bientôt, des joueurs commencent à être tués dans tout le bâtiment et leurs corps sont jetés dans le feu, mais aucun d'eux n'est le meurtrier. Finalement, Samura commence un incendie dans le sous-sol pour forcer tout le monde à sortir dans la cour, où Niragi peut leur tirer dessus depuis le toit. Le groupe d'Usagi se sépare pour chercher Arisu et elle trouve un soldat terrifié caché dans les toilettes qui lui indique sa position. Tata voit son ami être abattu et saute sur le tireur, la frappant jusqu'à ce qu'elle révèle aussi où se trouve Arisu. Pendant ce temps, Kuina et Chishiya sont cachés dans la salle de surveillance des caméras, surveillant tout et remarquent quelqu'un se déplacer dans l'obscurité. Kuina se rend là-bas et trouve Anne en train de prendre de la super glue. Anne prévoit de l'utiliser avec de la poudre pour prendre les empreintes digitales du couteau. Les deux sont découvertes par Samura, alors Kuina ordonne à Anne de partir pendant qu'elle lutte contre lui. En se déplaçant rapidement, Kuina parvient à esquiver les attaques de Samura et à courir dans d'autres pièces, utilisant les meubles comme protection. Samura lui demande ce qu'elle faisait avant et elle répond qu'elle travaillait dans un magasin de vêtements, mais ce n'est pas toute la vérité. Kuina est née garçon et s'entraînait dans le dojo de son père, mais elle perdait toujours. Son père la battait aussi chaque fois qu'il la surprenait en train de faire des choses féminines. Finalement, son père l'a expulsée de la maison et elle a fait sa transition. Des années plus tard, en visitant sa mère à l'hôpital, la dame l'a immédiatement reconnue et l'a qualifiée de belle. En revanche, Samura était un écrivain raté qui s'est rasé la tête et s'est fait tatouer lorsqu'il est entré dans le jeu pour recommencer. Le combat continue et Samura parvient à faire une coupure au bras de Kuina. Cependant, elle réagit rapidement, le désarme et le renverse avec un coup de pied. Cela brise des morceaux de verre et Samura commence à jeter les éclats au sol pour compliquer les mouvements de Kuina qui est pieds nus. Il reprend l'épée et attaque, mais Kuina se concentre et le renverse à nouveau, le tuant d'un coup fatal à la tête. La fumée commence à remplir l'hôtel et les gens se rassemblent dans les couloirs pour sortir, ce qui facilite le travail des soldats pour les tuer. Niragi continue à tirer sur les personnes qui sortent tout en repensant à ses années d'école. D'autres garçons l'agressaient et se moquaient de lui, et ce traumatisme l'a transformé en un homme violent. Chishiya apparaît soudainement derrière Niragi et dit que l'un des exécutifs doit être le meurtrier. Il jette toutes les cartes en l'air et tandis que Niragi se distrait, Chishiya utilise un lance-flamme improvisé pour le brûler. Dans le hall, Anne prend le couteau du corps de Momoka. Dehors, les soldats continuent à brûler les corps tandis qu'Aguni se souvient de son amitié avec Hatter avant qu'il ne soit amené dans le jeu. Pendant ce temps, Arisu tombe sur la chaise et pense que la fumée va le tuer. Il commence à se souvenir des meilleurs moments passés avec ses amis et décide de survivre pour eux. En frottant son visage sur le tapis, Arisu parvient à enlever le ruban de sa bouche et recommence à respirer normalement. Il commence à crier et est entendu par Usagi et les autres, mais la porte était verrouillée. À ce moment-là, d'autres soldats apparaissent et commencent à tirer. Alors Tata et Asahi les renversent avec des objets aléatoires. Usagi sort par la fenêtre d'une chambre et atteint la pièce voisine, brisant la vitre pour enfin trouver Arisu. Elle le sort de là et rejoint Asahi et Tata. Il ne reste plus que 30 minutes. Il donne le dernier téléphone à Arisu et explique
explique rapidement les règles, Arisu fait remarquer que les jeux de coupe jouent avec les sentiments des gens, donc la sorcière doit être quelqu'un influençant le jeu. Il se rend compte que les maîtres du jeu ont dû observer la plage tout le temps et ont attendu la mort de Hatter pour lancer ce jeu, ce qui signifie que seule une personne peut être le meurtrier. En même temps, Anne termine son expérience avec le couteau et découvre qui est le meurtrier, mais elle est retrouvée par les soldats et assommée. Un flashback montre Momoka et Asahi se filmant dans les rues désertes de la ville. Cela faisait 5 jours depuis que tout le monde avait disparu et elles avaient décidé d'enregistrer tout cela. Elles mentionnent connaître une certaine personne avant d'être emmenées dans un endroit spécial où elles commencèrent à travailler. Le flashback se termine lorsque Momoka descend dans la station de métro qui était si sombre qu'Asahi l'a perdue de vue. Dans le présent, Aguni et ses soldats rassemblent les survivants dans le hall pour les tuer tous. Arisu les interrompt et demande de l'aide pour capturer le meurtrier, mais Aguni commence à le battre. Usagi intervient, disant que cela signifie qu'Aguni doit être le meurtrier et il admet que c'est vrai. Il ordonne aux soldats de tirer, mais Arisu les empêche, affirmant qu'Aguni ment. Arisu a toujours trouvé étrange que les soldats n'aient pas pris le contrôle de la plage plus tôt, puisqu'ils avaient toutes les armes, et conclut qu'Aguni et Hatter ont toujours travaillé ensemble. Aguni était responsable de contrôler les personnes violentes comme Niragi, permettant à Hatter d'être le leader charismatique sans problème. Cependant, Hatter devenait lentement fou à cause du pouvoir et tua plusieurs joueurs qui cachaient des cartes. Cela l'a inspiré à créer la règle qui condamnait les traîtres à mort, ce qu'Aguni détestait. Après le dernier jeu de Hatter, Aguni l'a confronté, lui demandant de mettre fin à la plage. Hatter était tellement furieux qu'il a tenté de lui tirer dessus, mais Aguni a tiré en premier en légitime défense, tuant son meilleur ami. Dans le présent, Aguni continue de frapper Arisu jusqu'à ce qu'il entende celui-ci dire qu'il a aussi tué ses meilleurs amis. Les joueurs se rendent compte qu'Aguni voulait tuer tout le monde, quel que soit le jeu, pour se venger de Hatter, qui était devenu fou à cause de l'adoration de ses partisans. Arisu conclut que Momoka est la meurtrière et qu'elle-même a pris sa vie, mais Aguni le renverse et insiste pour dire que c'est lui. Une bagarre commence alors qu'Aguni tente de continuer à tuer des gens, voulant emmener tout le monde avec lui. Il se découvre coupable parce que l'arme de Hatter n'était pas chargée. Asahi dit à Usagi et Arisu qu'elle va créer une distraction pour qu'ils puissent brûler Momoka. Soudain, Asahi annonce qu'elle est la distributrice du jeu et un laser la frappe à la tête, la tuant sur le champ. À ce moment-là, Kuina amène Anne, qui confirme que Momoka s'est suicidée. Pendant que Usagi conclut que quelqu'un doit avoir contrôlé les filles, Arisu parvient enfin à convaincre Aguni d'arrêter les meurtres. Malheureusement, le feu du sous-sol atteint finalement le hall et lorsque la foule tente de prendre Momoka, elle est interrompue par Niragi, gravement brûlé, qui commence à tirer. Il lance une torche pour propager les flammes encore plus rapidement et continue de tirer sur la foule, provoquant la panique chez tous. Usagi et Arisu sautent sur Niragi pour l'arrêter, mais il les jette rapidement loin de lui. Alors qu'il est sur le point de leur tirer dessus, Aguni intervient pour faire écran et saisit Niragi avant de sauter du balcon. Les deux tombent dans le feu et meurent. Le choc de la foule est interrompu par les téléphones, qui rappellent qu'il reste 3 minutes. Alors que tout le monde porte Momoka vers le bûcher à l'extérieur, Arisu remarque que le téléphone d'Asahi est toujours en train d'enregistrer. Lorsque Momoka brûle dans les flammes, les téléphones annoncent que le jeu est terminé et que les survivants ont gagné. Alors que tout le monde est distrait, Chishiya en profite pour récupérer le Dix de Curse. Le matin suivant, Usagi et Arisu regardent la vidéo sur le téléphone de Momoka. Ils découvrent que Momoka et Asahi étaient des distributrices, ce qui signifie qu'elles montaient des jeux où ils participaient en tant que traqueuses ou perturbatrices. Cependant, elles étaient surveillées comme des joueuses normales et révéler leur identité signifiait la mort. À la station de métro, une porte secrète menait à la cachette des jeux, qui était une structure très avancée. À l'intérieur, des gens regardaient les jeux sur des écrans géants, riaient et pariaient sur les gagnants. Faire mourir des gens offrait plus de jours de visa à Momoka et Asahi, mais elles n'en pouvaient plus. Ensuite, Usagi et Arisu suivent la vidéo jusqu'à la porte secrète de la station. Lorsqu'ils trouvent la chambre secrète, ils découvrent que toutes les personnes sont déjà mortes. À ce moment-là, Chishiya et Kuina sortent de l'ombre et révèlent qu'ils ont trouvé cet endroit en suivant le dessin dans la poche du poursuivant, qui était une carte. Cependant qu'ils n'ont pas tué toutes les personnes là-bas et ne savent toujours pas qui est le maître du jeu. À en juger par les blessures, Chishiya
Mia pense que ces personnes ont été tuées après la mort de Momoka. Soudain, les écrans s'allument pour annoncer une diffusion spéciale. Mira les félicite d'avoir trouvé toutes les cartes numérotées et commence à diffuser des clips de toutes les morts survenues dans les jeux jusqu'à présent. Elle annonce ensuite que le lendemain, de nouveaux jeux commenceront pour conquérir les cartes à figures. Des dirigeables apparaissent dans toute la ville, portant des versions géantes des cartes manquantes. Ainsi se termine la première saison de Igo Alice in Borderland, série de science-fiction et thriller de 2020. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.